voilà, on va commencer par voir c'est quoi la recherche. La recherche dont on parle concrètement, c'est quoi? En fait, voici la définition que j'aime donner avec là, vous voyez en jaune les éléments clés. C'est un processus qui est systématique et qui est reproductible. On doit avoir ces deux éléments-là. C'est un processus systématique et reproductible dont le but est de résoudre un problème ou d'apporter une nouvelle connaissance. Processus, ça veut dire dans la notion de recherche, il y a plusieurs étapes. Ce n'est pas quelque chose de ponctuel, mais c'est une série d'étapes, c'est une séquence d'éléments qu'on met ensemble. Systématique, ça veut dire c'est déjà connu, c'est déjà défini. Ce n'est pas vous qui inventez, ce n'est pas vous qui créez comment ça va se faire. Et reproduire dans le sens où après vous, on doit pouvoir refaire la même chose que ce que vous avez eu à faire. Je prends un exemple. Lorsqu'on dit qu'on va faire une césarienne, la césarienne, c'est une opération qui va viser à extraire le fœtus de l'utérus. Mais la césarienne a une séquence d'étapes qui est connue. On sait par exemple qu'il faut installer la dame sur la table, on sait qu'il faut faire la sepsie sur la peau, on sait qu'il faut faire une incision cutanée, il faut faire une incision au niveau de l'utérus, etc. Donc, on sait quelles sont les étapes. Et on sait à chaque fois comment faire, on refait exactement ces mêmes étapes-là pour arriver à ce résultat. Et donc, c'est pareil. Lorsqu'on dit je fais la recherche, je fais ma thèse, je fais mon mémoire, en réalité, il y a une série d'étapes qui est déjà connue par lesquelles tout le monde doit pouvoir passer. Et le but de ces étapes, justement, c'est de résoudre un problème. Et l'une des premières phrases que je veux que vous reteniez ce soir, c'est que s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de recherche. La recherche n'existe pas sans problème. Si on n'avait pas de problème, on ne ferait pas de recherche. C'est pour ça que le problème de recherche, c'est la base, c'est la fondation. Quel est le problème qui t'a amené à vouloir engager le processus de la recherche? Et c'est ça qu'il faut pouvoir se poser comme question. Et aussi derrière ça, la recherche va viser à apporter une nouvelle connaissance. Il est vrai que cette nouvelle connaissance, en général, va viser toujours à résoudre un problème derrière. Et ça, c'est essentiellement ce qu'on va appeler la recherche fondamentale. Ceux qui font la recherche en histologie, par exemple, ou en cytologie, le plus souvent, ou en génétique, le plus souvent, c'est de la recherche fondamentale, juste pour connaître davantage. Mais derrière cette connaissance, on veut toujours pouvoir résoudre. Donc ça, c'est vraiment la fondation, l'élément de base qu'il faut comprendre. Il y a cette image que j'aime beaucoup, qui décrit un peu le cycle dont j'étais en train de parler, la séquence à laquelle je faisais allusion. Donc, c'est une image qui décrit le cycle de la recherche, donc en fait les différentes étapes par lesquelles on va passer pour faire un travail de recherche. Et donc, dans ce cycle de la recherche, en général, vous verrez que on a ici le premier élément qui est identifier un problème de recherche. C'est toujours par là que ça commence. Donc, si je dis je veux faire de la recherche, la question à me poser, c'est quel est le problème que tu as trouvé et qui t'amène à pouvoir faire ce travail de recherche? Et une fois que j'ai identifié mon problème, je vais devoir formuler une question de recherche. Formuler une question de recherche, en fait, qui va découler donc essentiellement de ce problème de recherche que j'aurais identifié. Et on va voir dans la suite qu'il y a une grosse différence entre le problème de recherche et la question de recherche. C'est deux choses bien différentes. La question découlant du problème que j'aurais identifié à l'avance. Ensuite, maintenant, il faut élaborer un problème, un protocole de recherche. Le protocole qui va venir cette fois-ci décrire, expliquer comment je vais procéder, comment je vais m'y prendre pour arriver à la fin à résoudre le problème que j'ai identifié. Et jusque-là, on n'est qu'à la partie théorique. On est derrière son ordinateur ou on est derrière une feuille blanche en train de concevoir, de penser et de rédiger. Après cette étape, maintenant, on va devoir aller sur le terrain. Et c'est à ce moment qu'on a dans l'étape de l'implémentation, qui va consister à collecter des données, collecter des informations selon le type d'études qu'on est en train de faire et tout ce qu'on aura décrit dans le protocole. Donc, collecter des données, pouvoir les analyser, faire des calculs qui vont avec, pouvoir les interpréter. Et ça, c'est l'étape de la mise en œuvre de ce qu'on a prévu dans son protocole. Et à la fin, donc, on a diffusé ou disséminé ces résultats qui va se faire soit par un article scientifique,
soit par une soutenance de thèse ou de mémoire, ou comment rédiger un livre, etc. Mais à la fin, il est question de rendre public ces résultats qu'on a obtenus, mais surtout, et surtout, de pouvoir les utiliser. Parce qu'au finish, il faudrait que le résultat que j'ai trouvé ici à la fin puisse contribuer à résoudre le problème que j'ai identifié au début de mon processus de la recherche. Donc voilà, en gros, le cycle des différentes étapes quand je parle de séquences reproductibles et systématiques qui constituent l'activité de recherche. Et je peux en parler parce que c'est ce que je fais à longueur de journée en tant que chercheur. C'est ce que nous faisons chaque jour. C'est suivre le cycle, identifier un problème, formuler une question, rédiger un protocole, mettre en œuvre, sortir des résultats et les appliquer. Et le cycle recommence et le cycle recommence. Maintenant, le protocole de recherche, je vais rapidement passer dessus pour qu'on comprenne bien, parce que ce que nous voyons, ce qu'on va voir pendant toute cette série de masterclass, vise en fait à rédiger un protocole de recherche qui soit cohérent, qui soit pertinent et qui puisse répondre aux attentes et aux normes qu'on a en matière de rédaction et de recherche en fait. Et donc, le protocole de recherche, c'est ce document qui est rédigé par l'investigateur, dans notre cas d'espèce, par les étudiants en général, et qui va permettre d'atteindre 4 ou 5 points. Premièrement, le protocole de recherche va permettre de justifier pourquoi est-ce qu'on fait ce travail qu'on est en train de faire. Quelle est la motivation? Quel est ce qui justifie le travail de recherche qu'on est en train de faire? Ensuite, le protocole de recherche va définir les objectifs à atteindre par ce travail, va décrire le plan qui sera suivi, et c'est là qu'on a la méthodologie, avec les détails de la mise en œuvre. On va le faire où, quelle population, quel tas d'échantillons, quelles données à collecter, etc. C'est tout ça qu'on va redire dans son protocole de recherche et ça va permettre aussi de démontrer que le travail que je fais a une valeur éthique, que c'est éthiquement correct de faire ce travail de recherche-là. Donc, en gros, le protocole, c'est un peu comme ce document, comme ce parchemin dans lequel j'ai tous les éléments tels que si quelqu'un veut savoir pourquoi je fais ce que je fais? Comment est-ce que je suis en train de le faire? Quel résultat je vais obtenir à la fin? C'est à travers mon protocole de recherche qu'on pourra obtenir ces différentes informations-là. Et dans le protocole, on va souvent retrouver ça, c'est juste à titre indicatif, une introduction, des objectifs, une revue de littérature, une section méthodologie, avec tout ce que cela va comporter, et puis des références et les annexes où on aura consentement, notice d'information, questionnaire, etc., et tout ce qui rentre là-dedans. Donc voilà un peu schématiquement le protocole. Et vous comprenez bien que ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui va s'insérer dans la partie introduction, donc dans l'élément de base qu'on a dans son protocole, avant de voir après maintenant objectif, revue, littérature, méthodologie et tout ce qui peut aller avec. Voilà, donc ceci étant dit, on va entrer dans le vif du sujet maintenant avec la notion du problème de recherche. En général, comme je l'ai dit au début, je le rappelle encore sous un autre format pour qu'on comprenne bien ce dans quoi on est en train de s'embarquer. En général, la recherche va intégrer, identifier un problème de recherche. Et ça, souvent, c'est à travers l'observation, à travers ce que j'ai vu autour de moi, à travers ce que je vis, à travers ce que je peux toucher du doigt ou à travers les connaissances que j'ai par rapport à un domaine. Mais ça commence toujours par identifier, je me rends compte qu'il y a tel problème, je me rends compte qu'il y a telle situation qui ne devrait pas être comme ceci, je me rends compte qu'il y a tel fait qui me semble bizarre, qui me semble anormal. Donc, en fait, je dois toujours identifier un problème à la base. Et à partir de ce problème, donc, je vais rédiger une méthode pour résoudre le problème que j'ai identifié. C'est ça qui sera le protocole. Après, on a les autres étapes, donc, collecter ces données-là, faire des calculs, trouver la solution sur les résultats et rendre public ce qu'on a trouvé pour que ceci puisse être appliqué pour résoudre le problème que j'ai identifié. Et on recommence le cycle et on recommence le cycle à chaque fois. Et lorsqu'on dit un problème de recherche, je veux que vous reteniez ces 3 caractéristiques fondamentales. Pour dire que quelque chose est un problème de recherche, premièrement, ça doit être fondé sur un fait ou sur une situation concrète ou sur quelque chose de réel, sur quelque chose de palpable. Ça ne doit pas être quelque chose d'imaginaire. Ce n'est pas du genre, peut-être que quand les enfants naissent, ils ont telle chose. Peut-être que les gens n'aiment pas boire le remède pour telle raison. Le problème de recherche doit être fondé sur quelque chose de concret, sur quelque chose de réel, quelque chose de
palpable. Et deuxièmement, ça doit être un problème qui nécessite la collecte et l'analyse des données pour être résolu, pas autre chose. Ça veut dire que si mon problème peut être résolu par autre chose que la collecte et l'analyse des données, ce n'est plus un problème de recherche. Si mon problème peut être résolu autrement qu'en passant par la collecte et l'analyse des données, alors c'est autre chose. Là, ce n'est plus un problème de recherche que nous avons en face. Et troisièmement, il faudrait que la recherche puisse effectivement résoudre ce problème. Parce que si à la fin de ma recherche, le problème est toujours là, c'est que ce n'était pas un problème de recherche, c'est que c'était un autre problème que le problème de recherche. Et donc, quand on va voir les exemples, parce qu'on aura vraiment beaucoup d'exemples pratiques dans cette émission, pour que vous puissiez intégrer cette notion et que enfin vous puissiez traverser cette barre constante, le problème de recherche. Et une petite parenthèse pour dire, cette question de problème de recherche est tellement importante que pour ceux qui sont en train de faire une thèse pour laquelle vous aurez à soutenir, en général, si un membre du jury n'a pas eu le temps de lire votre travail, ne sait même pas de quoi vous parlez, la question qui passe toujours et qui va toujours être applicable à tout le monde, c'est pourquoi tu as fait cette étude? Et on revient là au problème de recherche. En général, quand vous aurez de la peine sur le chemin, parce que je peux vous garantir que le parcours de la recherche est stressant et épuisant, ce qui va souvent vous motiver, c'est que vous sachiez vous-même pourquoi je suis en train de faire ce que je suis en train de faire. Quel est le problème qu'il y a à la base de ce travail que je suis en train de faire. Quand vous aurez à présenter à un congrès, à rédiger un article, la principale justification que vous devez donner, c'est quel est le problème qu'il y a à la base. Quand vous aurez à rédiger pour chercher des fonds, des financements comme ce que nous on fait à longueur de journal, les centres de recherche, il y a souvent une partie qu'on appelle justification of the project. Donc, où vous devez pouvoir défendre et expliquer pourquoi ce problème, ce projet est important. Et ce qui rentre essentiellement là-dedans, c'est d'expliquer quel est le problème de recherche qu'il y a derrière. Et donc, vous comprenez qu'en fait, c'est vraiment un élément central lorsqu'on parle de la recherche. Et donc, comme je dis, 10 problèmes de recherche veut dire, un, fondé sur une situation concrète. Deux, doit passer par la collecte et l'analyse des données pour être résolu. Et trois, effectivement, la collecte, l'analyse des données dont la recherche va résoudre ce problème. On va commencer par voir un exemple et quelques contre-exemples qui sont assez courants. Exemple concret de problème de recherche. Je prends le cas de ce qu'on appelle le TIDC. C'est le traitement à l'ivermectine sous directive communautaire. C'est la distribution du mectisant. Peut-être beaucoup d'entre vous ont déjà entendu dans les zones rurales essentiellement. Donc, je vous donne l'explication du problème. Il se trouve que après le traitement à l'ivermectine dans les zones rurales où c'est distribué, on s'est rendu compte qu'il y avait de nombreux effets secondaires qui se sont présentés, parmi lesquels il y a même eu des cas de décès liés au traitement à l'ivermectine qu'on a pu observer dans un certain nombre de communautés, avec pour implication majeure le fait que les personnes sont devenues réticentes, les personnes ont eu de moins en moins envie de prendre le mectisant parce qu'ils craignaient ces effets secondaires, parce qu'ils craignaient qu'il y ait les décès qui puissent en suivre après le traitement par l'ivermectine. Donc ça, c'est un fait concret, une situation qui s'est présentée avec des chiffres qu'on pourrait donner dans le district de santé d'Okola. On a eu 2 décès. Dans tel district de santé, on a eu 40% d'effets secondaires, etc. Ça, c'est des faits qu'on a eus. Et en tant qu'intervenant en santé publique, en tant qu'intervenant du système de santé, et connaissant l'importance que l'ivermectine a pour lutter contre l'onchocercose, je me demande, mais comment est-ce que je peux faire pour réduire ces effets secondaires qui sont liés au mectisant? Quelle est la stratégie que je peux adopter pour qu'il y ait de moins en moins d'effets secondaires et que les gens ne puissent plus éviter le mectisant, que les gens puissent prendre le mectisant et qu'à la fin, on puisse lutter contre l'onchocercose, puisque c'est ça le but du traitement par l'ivermectine. Et donc, quand j'explique ce problème, celui qui m'écoute va bien se rendre compte qu'on est en face d'une situation qui est difficile. On a le mectisant qui est utile pour lutter contre l'onchocercose. Le traitement communautaire a été démontré efficace, mais dans ma communauté, il y a des effets secondaires qui se présentent, il y a des gens qui meurent à cause de ça. Les gens ne veulent pas prendre le mectisant. Donc, je suis face à une situation, comment je fais pour que les personnes
puisse désormais prendre le mectisant sans avoir peur de le consommer. Et ça m'amène donc à faire une étude qui va viser à identifier les facteurs de risque des effets secondaires post-Ivermectine, en sachant qu'une fois que j'ai identifié ces facteurs de risque-là, ceux qui sont modifiables, je peux les modifier. Et quand j'aurai modifié le facteur de risque, je n'aurai plus d'effets secondaires. Et à la fin, les gens vont prendre le mectisant et je pourrai lutter contre l'onchocercose dans la communauté où je me... L'histoire que je vous raconte, c'est un fait réel, ce n'est pas une histoire imaginaire. C'est une situation qui, à la fin, a conduit à la stratégie qui est appelée test and treat dans le traitement contre l'onchocercose, parce qu'on s'est rendu compte, évidemment, après les études, que c'était lié à une autre infection qu'on appelle la loise. Ce sont les personnes qui étaient infectées par la loise, qui avaient tendance à avoir des effets secondaires et qui, finalement, donc, pouvaient arriver au décès. La stratégie test and treat consistait à faire le test pour voir si on est fortement chargé à la loise ou pas et ne traiter que les personnes qui ne sont pas fortement chargées à la loise. Et c'est cette stratégie qui a littéralement sauvé le mectisant au Cameroun à l'heure où je vous parle. Partie d'un problème identifié, collecte et analyse des données, solution trouvée, implémentée et problème identifié à la base a été résolu. C'est ça le fondement lorsqu'on parle d'un problème de recherche avec un exemple. Maintenant, ce qui n'est pas un problème de recherche, et là, on va voir ensemble pourquoi tout ça, tout ce que je vais citer là ne sont pas des problèmes de recherche. Et vous conviendrez avec moi qu'en réalité, si c'est ça la raison pour laquelle vous faites la recherche, il vaut mieux ne pas engager un tel projet. Mauvais exemple, les médecins ne lavent pas les mains. C'est un étudiant, par exemple, que j'ai rencontré il y a 2 ou 3 ans, qui faisait une étude sur, je crois, c'était les infections néonatales dans le service de pédiatrie dans un hôpital à Yaoundé. Et je dis, pourquoi tu fais cette étude que tu es en train de faire? C'est quoi le problème qu'il y a à la base? Sa raison, c'est parce que je me suis rendu compte que dans le service, les médecins ne lavent pas les mains. Même les pédiatres eux-mêmes ne lavent pas vraiment les mains avant d'examiner les nouveau-nés. Et c'est peut-être ça qui entraîne les infections néonatales. Donc, moi, j'ai fait l'étude ici, là, parce que le problème, c'est que les médecins ne lavent pas les mains. Et moi, je lui ai dit, ça, c'est pas un problème de recherche. Pas du tout. Première chose, parce que ce n'est pas prouvé. Ce que tu dis, c'est une impression que tu as. Tu n'as pas de chiffres qui montrent que c'est un problème de recherche. Et là, je peux revenir sur la diapositive précédente que j'ai présentée là, qui nous amène à comprendre quels sont les éléments qu'on a dans un problème de recherche. Il faut que ce soit d'un fait réel. Il faut que ce soit quelque chose de concret. Donc, les médecins ne lavent pas les mains. Est-ce que tu as la preuve? Peut-être, peut-être pas. Deuxième chose, nécessite la collecte et l'analyse des données pour être résolu. Supposons même que les médecins ne lavent pas les mains. Est-ce qu'il faut collecter et analyser les données pour résoudre ce problème? Moi, je dis non. Si je suis dans un service de pédiatrie, les médecins ne lavent pas les mains, la solution, c'est de leur dire de laver les mains. Ou à défaut, c'est d'imposer une sanction à ceux qui ne vont pas laver les mains, tout simplement. Si dans le service, on dit, OK, par rapport au lavage des mains, un médecin qui examine un enfant sans laver les mains, sanction, c'est moins 5 000 francs sur ses quotes part à la fin du mois. Je peux vous garantir que ce mois, les gens vont laver les mains même 3 fois avant d'examiner l'enfant parce que l'enjeu devient financier et réel pour eux. Donc, ça ne nécessite pas la collecte et l'analyse des données pour résoudre un problème. C'est un problème de gestion des relations humaines, GRH, tout simplement. Gestion des ressources humaines dans le service où on est. C'est un problème de management et de gestion de ses ressources humaines. Et la preuve, c'est que cet étudiant, malgré ça, avait fait son étude et jusqu'à présent, pense, après avoir fini la recherche, le problème est toujours là. Donc, en fait, le problème du lavage des mains n'a pas été résolu par l'étude qui a été faite sur les infections néonatales dans le service de pédiatrie où l'étude a été menée. Et c'est quelque chose qu'on va trouver très fréquemment, malheureusement. La plupart des personnes, quand on va demander pourquoi tu fais cette étude, sa raison va être un problème qui n'est pas résolu par la recherche. Par exemple, je fais cette étude parce que les personnes ne considèrent pas telle chose dans leur pratique. Et s'ils ne considèrent pas telle chose, il faut leur dire de considérer. Tout récemment, même il y a 2 ou 3 jours, je discutais avec une collègue qui est endocrinologue, qui veut faire un projet de recherche, un PhD, sur la consommation de certaines substances qui peuvent être des perturbateurs endocriniens. Et puis je lui demandais, OK,
quel est le problème qui t'amène à vouloir faire ce travail de recherche? Et puis elle me dit, en réalité, je me suis rendu compte que dans les régions du nord du Cameroun, là, les gens consomment énormément cette substance-là. Et ça, c'est un problème. Comment moi, je veux faire cette recherche pour que les gens ne consomment plus cette substance? Je dis que non, docteur, ça, c'est pas un problème de recherche. Si tu veux que les gens ne consomment plus cette substance parce que c'est dangereux pour la santé, je comprends. Mais la solution, il faut aller à la télé, il faut aller à la CRTV. Organise une campagne de communication dans la région et tu vas résoudre le problème. Ne pas faire la recherche sur la prévalence ou c'est pas les facteurs associés, ainsi de suite. Donc, ça veut dire que dans ce cas, on n'a pas affaire à un problème de recherche, mais un problème qui est lié à autre chose. Voilà. Je vois dans les messages là, il y a certains qui ont un souci lié à la langue. Oui, on fera un résumé en anglais. Oui, on fera un résumé en anglais pour ceux qui ont des difficultés de langue pour pouvoir rester cohérent et inclusif avec tout le monde. Autre situation qui n'est pas un problème de recherche. La prévalence n'est pas connue. Les données n'existent pas chez nous. Là encore, ce n'est pas un problème de recherche, ou du moins c'est quelque chose qu'on retrouve très fréquemment, à tort, parce que justement, le fait de ne pas connaître n'est pas une raison suffisante pour vouloir connaître. Et d'ailleurs, je dirais même que si les données n'existent pas, il faut d'ailleurs bien s'interroger. Parce que peut-être que ce n'est pas connu parce que ça n'intéresse personne. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, personne n'a jamais fait ça parce que justement, personne n'a aucun intérêt à chercher ce que tu es en train de chercher là. Ou encore, si la prévalence n'est pas connue, le simple fait de dire c'est pas connu, parce qu'il y a un nombre incalculable de choses dont la prévalence est inconnue. Je peux vous citer 100 choses dont on ne connaît pas. On n'a pas d'informations à ce sujet. Par exemple, si je vous dis, j'ai envie de faire une étude pour connaître l'effet antalgique du paracétamol chez les moustiques. Ça veut dire, je veux savoir, est-ce que quand le moustique prend un bain de sang, un repas sanguin, et qu'il y a quelques molécules de paracétamol dedans, est-ce que ces molécules vont être suffisantes pour calmer la douleur chez le moustique ou pas? Je peux vous garantir que personne ne connaît ça dans le monde. Je suis sûr que personne ne connaît ça. La réponse est évidente. Évidemment, parce que personne n'a aucun intérêt à connaître ça. Ça ne sert à rien à personne de savoir. Donc, si je justifie simplement en disant que c'est parce qu'on ne connaît pas, ben, je risque de faire des choses qui ne servent à rien à personne. Autre chose, l'étude n'a pas encore été faite chez nous. C'est une raison suffisante. Ou alors, il faut que telle chose change. Comme des exemples que j'ai pris avant, ce pas des raisons qui sont suffisantes. Donc, quand on dit problème de recherche, ce n'est vraiment pas dans cette catégorie-ci qu'il faut aller chercher son problème de recherche. Ce n'est pas dans cette catégorie, mais c'est plutôt dans un élément comme cet exemple que j'ai donné ici, qui va nous permettre donc de ressortir le problème de recherche, de manière à ce que celui qui m'écoute se dise, non, moi je pense qu'il faut aller collecter les données pour faire ce que tu es en train de dire là, parce que ce serait intéressant, ce serait pertinent de pouvoir faire ce que tu es en train de pouvoir faire. Et vous allez remarquer, pour passer sur ce point, un problème de recherche, en général, c'est une explication. Ce n'est pas une phrase que je donne, c'est un paragraphe dans lequel j'explique ce qui m'a amené à faire ce que je suis en train de faire. J'explique à ce que celui qui m'écoute se rende compte, effectivement, il faut faire ce travail qui est en train d'être